C'est là-dessus que je retrouve nos politologues en résidence, Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa et Daniel Béland de l'Université McGill. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Donc, les provinces acceptent les 46,2 milliards d'Ottawa sur 10 ans pour les soins de santé, même si elles l'avaient qualifié l'offre largement insuffisante la semaine dernière. Geneviève, est-ce que les provinces ont jeté l'éponge trop vite ou si, finalement, elles n'avaient tout simplement pas de pouvoir de négociation? Ben, ils en ont jamais vraiment eu. Je veux dire, l'argent vient d'Ottawa, c'est pas les provinces qui ont l'argent. Et donc, c'était une offre à prendre ou à laisser, ce qui n'a pas été très différent des négociations précédentes, là, où le gouvernement fédéral a toujours le gros bout du bâton. Mais je pense que ce qui a joué dans tout ça, c'est que il y a l'entente globale, puis ensuite, il y a les ententes bilatérales. Et j'ai l'impression que les provinces espèrent beaucoup plus marquer des points dans l'entente qu'elles vont avoir individuellement avec le gouvernement fédéral. Là, peut-être qu'elles vont être capables d'avoir certaines concessions. Puis je pense aussi qu'il y avait eu un soupir de soulagement en voyant qu'il n'y avait pas trop de conditions. C'est un peu la crainte que le gouvernement attache les conditions, attache le financement à des contraintes, qu'il y a des choses très, très précises. Puis c'est pas le cas. Alors, ça va être des paiements qui vont être versés pour certains programmes d'ordre généraux à négocier avec chacune des provinces. Mais ça, je pense qu'elles ont été contentes de voir ça. Plus l'augmentation de 5% par année, c'était une des choses qu'elles voulaient. Elles l'ont eu pour 5 ans. Ouais. Donc, il y avait sans doute des choses qui leur plaisaient, mais évidemment pas totalement. Ouais. Au Québec, le premier ministre François Legault a parlé de déséquilibre fiscal aujourd'hui. N'empêche, lui aussi accepte l'offre d'Ottawa. Ça veut dire que Québec va obtenir 9 milliards de dollars de plus sur 10 ans. Les partis d'opposition à l'Assemblée nationale ont d'ailleurs reproché à François Legault de plier trop vite devant le gouvernement fédéral. Daniel, est-ce que ça entache l'image de nationaliste et d'autonomiste de François Legault? Non, je pense pas, parce que bon, il y a quand même 9 autres premiers ministres provinciaux qui ont accepté la même chose, en fait. Donc, il n'est pas le seul. Il va essayer de se rattraper ailleurs, dans d'autres dossiers, comme l'immigration, par exemple. Et puis, c'est quand même plus d'argent pour le Québec et pour les autres provinces. Donc, c'est sûr que je pense que François Legault et les autres premiers ministres provinciaux ont fait une erreur. Ils ont simplement bluffé, demandé trop d'argent. C'était pas réaliste. Et donc, les Ottawa a compris que c'était du bluff. Et comme le dit Geneviève, Ottawa, en fait, n'avait pas à répondre à toutes les demandes des provinces. Donc, ils ont fait quelque chose de strict minimum. Et je pense que c'est Ottawa qui ressort gagnant. Et donc, oui, François Legault est, il n'est pas un perdant en tant que tel, mais disons que c'est plus en territoire neutre pour lui et les autres premiers ministres des provinces, parce qu'au moins, ils ont eu quelque chose d'Ottawa, même si c'est bien loin de ce qu'ils demandaient. Il faut dire aussi que le Front commun des provinces semblait, dès le départ, plutôt fragile. On a même parlé d'un espion au sein des provinces en la personne du premier ministre de l'Ontario. Geneviève, qu'est-ce qu'il faut penser de l'attitude de Doug Ford dans tout ça? Ah oui, M. Ford a plutôt pensé pour lui-même. Alors, lui aussi, il a ses propres idées et je pense que ce que M. Ford veut faire, il l'a annoncé il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, c'est qu'il veut faire un peu plus la place au secteur privé. Et à mon avis, il avait peur d'avoir des conditions de la part du gouvernement fédéral qui lui interdiraient de faire ça. Alors, pour M. Ford, il s'en sort un peu gagnant. Oui, il n'a pas eu tout ce qu'il voulait, mais il a quand même eu des choses. Et en même temps, il y a les coûts des franges. Donc, ces fameuses conditions-là, vraiment, ça joue à l'avantage de l'Ontario. Et il n'y a rien qui empêche M. Ford ou toutes les autres provinces à y aller de leur propre initiative puis de leur propre réforme. Puis je pense que c'est le message essentiel que M. Trudeau a lancé à tous les premiers ministres provinciaux territoriaux, c'est si vous voulez faire des changements, si vous voulez augmenter significativement le financement, ben faites-les. Vous pouvez le faire. C'est pas moi qui va vous dire quoi faire. Je vais vous donner un peu d'argent, mais après, libre à vous de faire vos choix. Puis M. Ford, je pense qu'il l'a vu dans ce sens-là. Et pour lui, ben avoir un peu d'argent du fédéral, c'est mieux que de rien avoir. Puis je pense qu'il est content d'avoir Justin Trudeau devant lui plutôt qu'un futur Pierre Poilievre qui aurait peut-être pas été aussi généreux que ça. Et donc, il doit y penser et dire, ben, c'est mieux de prendre l'offre qu'on me donne que de rien donner, de rien avoir du tout. Ça amène à se poser quand même des questions sur la pertinence du Conseil de la Fédération. Ce conseil avait été créé à la suggestion du premier ministre du Québec, Jean Charest, en 2003, à l'époque. Daniel, est-ce que ce Conseil de la Fédération, ça a toujours sa raison d'être, vous pensez? Oui, je pense que ça a sa raison d'être, mais c'est vrai que c'est pas l'outil dont Jean Charest avait rêvé, hein. Donc, je pense que ça va continuer le Conseil de la Fédération, mais disons que ça reste un outil dans les mains des provinces qui est pas aussi puissant qu'on l'avait imaginé
au départ et je pense qu'il faut vivre avec cette réalité-là. Donc, j'imagine pas là, à court terme des changements à ce niveau-là qu'on va l'abolir ou le transformer de façon radicale. Bon, revenons sur les ententes asymétriques. Maintenant, des 46 milliards d'argent neuf qu'Ottawa a mis sur la table, il y a une somme de 25 milliards qui est réservée donc pour conclure des ententes bilatérales avec les provinces. Il y a déjà des provinces qui sont en négociation avec Ottawa. Geneviève, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça aille aussi vite que ce qu'on a vu depuis une semaine? Moi, je pense que oui. On voit qu'en ce moment, il y a l'Ontario qui négocie, la Colombie-Britannique aussi. La Colombie-Britannique doit déposer son budget dans 2 semaines. Alors, elle aimerait peut-être bien avoir une entente de fixer avant la présentation de son budget. Rappelez-vous aussi le cas des garderies. Une fois que ça avait été annoncé, ça a été très vite pour certaines provinces. Donc, ce qui va arriver, c'est que le fédéral va négocier les cas faciles où il y a des perspectives d'entente assez rapides. Puis on va laisser les cas plus complexes pour la fin. La question, c'est où se situe le Québec par rapport à ça? Est-ce qu'on est dans les provinces qui est déjà bien parti pour négocier ou bien est-ce que ça va être plus long puis on va essayer d'aller chercher plus? Ça, on verra. Mais je m'attends à ce que l'Ontario et le Colombie-Britannique, par exemple, ça soit fait assez facilement et ça pourrait être une question de jours, de semaines que je serais pas surprise. Daniel, il nous reste même pas 30 secondes. Vous vous attendez à quoi du côté des ententes asymétriques? Je suis d'accord avec Geneviève. Comme souvent, c'est le cas, ça va aller. Je pense que ça va aller assez vite. Plus vite qu'en 2017, lorsqu'il y avait eu des ententes bilatérales en matière de santé. Et dans un cas, en tout cas, le Manitoba, ça a pris presque 1 an. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.